Bonjour à tous, on est déjà au mois de mai. Bienvenue dans Si on parlait sport, l'émission à ne pas manquer. Si vous êtes un amoureux, un passionné de sport local et de sport yvinois, aujourd'hui au programme comme toujours, une dose de bonne humeur, des analyses sportives très poussées et surtout des coups de gueule et des débats. Nos chroniqueurs sont avec nous en plateau ou via écran interposé pour s'exprimer sur cette actualité sportive yvinoise. Présentation. On commence tout de suite par la personne qui va m'accompagner sur ce plateau. J'ai une chance incroyable de l'avoir à mes côtés à chaque émission. Si vous ne le connaissez pas encore, vous n'allez pas être déçus. Il connaît tout, surtout l'Italian Lover. Grégory Canale est avec nous pendant une heure. Bonjour Mickaël, bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous ? Écoutez, très bien, de bonnes nouvelles en perspective, on va en parler tout à l'heure pour le sport et le sport local. Et je me suis pas encore remis tout à fait des petites surprises que vous m'avez réservées lors de la dernière émission d'ailleurs. Merci encore, c'était un grand moment de télévision. Oui, je rappelle qu'on avait fêté votre anniversaire C'est ici sur ce plateau. En tout cas, j'espère que vous l'avez bien fêté le soir même. On l'a bien fêté, oui. Bon, parfait, c'est une bonne nouvelle. On continue par un monument de cette émission, musique. Il nous a énormément manqué lors de la dernière émission. C'est un véritable pilier, un rock. Il nous vient tout droit du rugby club de Versailles. Le gladiateur Pierre Chevalier est avec nous pendant une heure. Bonjour Pierre. Salut Mickaël, salut les amis. Vous m'avez terriblement manqué aussi la dernière fois. Vous nous avez manqué également. Pour des raisons un petit peu funestes. En plus, j'ai loupé l'anniversaire de notre Italian Lover et je me suis rendu compte qu'il passait une dizaine, mais c'est pas du tout la même dizaine que la mienne. Ah. Bon, on dira pas votre âge, hein, Pierre Chevalier. Hein. Non, ça reste entre nous. Lui est de retour parmi nous. Musique, c'est un joueur de basket exceptionnel. Il a notamment joué à Monaco ou encore en Espagne. Il a côtoyé les plus grands comme Tony Parker. Il joue aujourd'hui à Trappes et en équipe nationale avec la République centrafricaine. Mr. Mike Monkongo nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour tout le monde, comment allez-vous ? Comment allez-vous ? Ça va bien, merci. Vous avez bien révisé l'émission, vous avez vu les thématiques, vous êtes au top ? Oui, ça va, je suis prêt. Après, je ne me suis pas trop remis de la défaite parisienne hier soir. N'en dites pas trop, on en parlera juste après. Hein. N'en dites pas trop. Alors, on a regardé le meilleur pour la fin. Musique, c'est notre superstar. On a du mal à le garder dans cette émission. À chaque enregistrement, ses agents nous demandent de plus en plus d'argent. Je vous l'annonce, si on continue comme ça, on va fermer la chaîne. Le monument, l'incroyable Jean Miss, ex-entraîneur de plaisir, est avec nous. Bonjour Jean. Bonjour à tous, ça fait plaisir de vous voir. Alors, vos 5 agents nous demandent de plus en plus d'argent. Comment on fait ? Vous restez avec nous quand même. Hein. Je ne sais pas s'ils me piquent pas tout, hein. Parce que là, ils vous en demandent à vous, mais moi je vois rien. Hein, donc, à mon avis, ils doivent tout me détourner. Ok, bon, on en parlera après l'émission. Alors, avant de passer au programme de l'émission, nous allons parler de Walid Mesloub, l'ancien footballeur de Lorient et Lens a été mis en examen pour recel de blanchiment de drogue. Le joueur originaire de Trappes, aujourd'hui âgé de 35 ans, est soupçonné d'avoir des liens avec l'homme présenté comme la tête du réseau, surnommé le Chinois. Cet homme aurait notamment utilisé des voitures immatriculées au nom du footballeur ainsi que l'un de ses comptes bancaires à son insu. Son avocat affirme que Walid Mesloub ignorait tout des activités du trafiquant présumé. Est-ce que cette histoire peut salir sa belle carrière ? C'était un bon joueur, hein. Il a notamment joué à Versailles, au Havre, à Lorient, à Lens et en sélection nationale algérienne. Il a été élu d'ailleurs meilleur joueur de l'année 2018 du Racing Club de Lens. Est-ce que cette histoire peut salir sa belle carrière ? Oui, vous êtes partagé pour vous, oui. Grégory ? Partagé également, Mike ? Petit pouce ? Oui, ça peut salir sa carrière du coup pour vous. Oui, bien sûr, parce que c'est toujours délicat de vivre ce genre de situation-là. Surtout on sait que c'est un joueur qui est quand même assez médiatisé, donc c'est des choses qui peuvent prendre des proportions un peu démesurées. Après, maintenant, est-ce que tout est vrai dans cette histoire-là ? Ça, on le sait pas. Alors, je vais vous donner la parole, Grégory. Vous avez peut-être un peu plus d'infos. Mais c'est pour ça que moi, je suis partagé. Effectivement, s'il est prouvé, s'il est condamné, parce que pour le moment, c'est une mise en examen, il y a toujours cette question de la présomption d'innocence. Donc, pour le moment, attendons de voir ce qu'il est dit et ce que le tribunal va dire. Tant qu'il n'est pas condamné, à mon sens, il y a la présomption d'innocence. Effectivement, s'il est condamné, ça va salir sa carrière. Il a une belle carrière. Il a été champion national, meilleur joueur de Lens en Ligue 2. Il a fait 3 saisons en Ligue 1 du côté de Lorient. Donc, une belle carrière.
Maintenant, voilà, lui se défend, il dit qu'il a été plutôt instrumentalisé dans cette affaire, qu'il n'était pas au courant des agissements. Vous avez parlé de cette personne surnommée le Chinois. Donc pour le moment, j'attends que toute la lumière soit faite sur l'affaire. Donc c'est pour ça que je reste partagé. Tant que la justice ne l'a pas condamné officiellement, pour le moment, ça n'a pas sali sa carrière. Après, c'est sûr que c'est une petite tâche qui devra laver devant les juges et devant la justice. Pierre Chevalier. Ouais, je suis d'accord avec Greg. Je dirais plutôt oui parce que à partir du moment où ça sort, c'est une tâche sur le CV du sportif. Maintenant, c'est vrai qu'on est au tout début. Je pense que l'enquête vient d'être lancée et qu'il faudra faire la lumière comme Greg l'a indiqué avant de savoir quelles sont ses responsabilités là-dedans, s'il est coupable ou pas de quelques mauvais agissements que ce soit. Là où je dis que ça peut entacher sa carrière, c'est qu'à partir du moment où ça sort dans la presse et jusqu'à une éminente chaîne comme TV78 où on en parle sur ce plateau, c'est pas vraiment du sport, mais tant pis, ça entachera un petit peu, au moins sa réputation. Il faudra qu'il s'en défende. D'ici là, il y aura quand même quelques articles et quelques suspicions qui auront été distillées. Jean, qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, voilà, c'est ce que Pierre a dit, ce que je voulais dire. Je pense que de toute façon, condamné ou pas, il le traînera et jusqu'à la fin de sa carrière maintenant. Il aura cette étiquette-là, malheureusement. Je dis bien malheureusement. Après, ça arrive quand même, Jean, à la fin de sa carrière, finalement. Il est à 35 ans. Ouais, c'est peut-être pour ça, il cherchait une reconversion. Non, c'était bien avant. Les faits étaient bien avant. Oui, mais il préparait sa reconversion. D'ailleurs, on a vu une des photos. Il avait de la poudre sur la tête, là. Non. Petit carton jaune pour commencer, Jean. Attention. Vous commencez fort. Pour moi, de toute façon, malheureusement, ce genre d'affaire, quand ça vient comme ça au grand jour, malheureusement, il ne va pas pouvoir s'en défaire. Et puis, alors, si par contre, il est reconnu coupable, alors là, il a que ce qu'il fait. On a vu que dans d'autres affaires, par exemple Benzema, où le jugement définitif n'a pas été encore rendu, il doit encore comparaître devant la cour de Versailles. Et on a vu que ça le suivait jusqu'à maintenant. Les faits se sont déroulés il y a plusieurs années et encore aujourd'hui, il n'est toujours pas sélectionné en équipe de France. Donc c'est vrai que ça peut entacher. Maintenant, moi j'attends de voir quand même ce que va dire la justice sur cette affaire. Alors nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui nous allons parler de basket. L'Yvelinois de 17 ans, Victor Wembanyama, crève l'écran avec Nanterre. Est-il déjà une star? Nous allons tenter de répondre à cette question. Coup de projecteur également sur l'annulation de la course à pied Paris-Versailles programmée en septembre prochain. Mais avant de développer ces thèmes, on va parler football. On va tout de suite parler de ce match de Ligue des Champions entre le PSG et Manchester City. L'aventure des Parisiens s'arrête au stade des demi-finales de la compétition. Les joueurs qui s'entraînent au camp des loges à Saint-Germain-en-Laye ont perdu au match aller et au match retour face aux Citizens, 2-1 à l'aller et 2-0 au retour. Le PSG ne remportera donc pas la Ligue des Champions tant espérée depuis l'arrivée des Qataris dans la capitale française. La question sur cette thématique, le PSG est-il finalement à sa place? Oui ou non? Vous votez. Oui pour vous, Pierre Chevalier. Tout le monde est d'accord sur cette thématique. On va peut-être commencer par vous, Pierre, vous avez été le premier. Ouais, je pense que cette année, par rapport au parterre, aux équipes et forces en présence, plus le contexte Covid, et quand on regarde dans le rétro sur les 4 ou 5 dernières années en Ligue des Champions, le PSG semble définitivement à sa place. Ce qui est évidemment très dommageable pour les fans et les supporters, mais sur un match comme celui d'hier, un match coup près, aller-retour. L'équipe du PSG a existé a priori une mi-temps sur les 4, sur les deux matchs concernés, et avec contre une équipe de Manchester City qui semble vraiment, elle, dans son sujet et dans une très belle année où ils sont encore en course pour je crois 3 trophées sur 4, à la fois en UK et puis sur la Ligue des Champions. Et malheureusement, avec les aléas et les blessures, malgré l'effectif presque pléthorique, parfois s'il est au complet, le PSG n'a pas réussi à inverser la tendance. Finale l'année dernière, donc on va dire que dans le dernier carré, le PSG est à sa place, ce qui est déjà une place un petit peu honorifique. Finale perdue l'année dernière, demi-finale perdue cette année, avec
avec beaucoup de regrets, je pense, sur la manière dont ça se serait passé. Mais dernière petite chose, c'est Pochettino aussi qui est arrivé sur la pointe des pieds et assez récemment, qui n'a pas encore l'équipe vraiment bien en main. Tourelle qui est parti, qui a d'autres destinées et lui encore en course. Donc oui, avec dans les 8 meilleures équipes européennes en Ligue des Champions, donc là en demi-finale, le PSG est à sa place. Jean, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, pour moi, le PSG est à sa place, c'est-à-dire demi-finale des Ligues des Champions et pas plus. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, ils n'ont pas prouvé. Alors l'an dernier, pour moi, on en avait déjà parlé. Pour moi, ils avaient eu quand même un parcours assez facilité par le tirage au sort. Mais c'est vrai que là, cette année, ils avaient quand même battu 2 belles pointures à travers le Barcelone et le Bayern. Donc on pouvait se dire, bon là, ils ont fait le job. Après, quand même, on voit sur le match de Manchester, sur les 2 matchs contre Manchester, malheureusement, il leur manque quand même la pointure supplémentaire pour figurer parmi les très grandes équipes. Vous parlez de pointures, ils les ont les pointures, Jean. Ils ont quand même Neymar, ils ont Mbappé. Non, mais les pointures, c'est quoi les pointures? Neymar, il joue que pour lui, c'est un enfant gâté, c'est un gosse. Lui, il manque quelques claques dans le baigneur et pour se mettre au service du jeu. Attention, vous avez déjà un carton jaune, Jean, attention. Mais non, moi je suis entraîneur. Il y a longtemps que je lui ai mis une tarte dans le museau, moi. Je te le dis. Non, mais faut arrêter. On a vu, hier, on a tous regardé le match. Hier, j'ai vu quoi? J'ai vu une équipe collective à travers Manchester qui s'est jamais affolée. Sur les 2 rencontres, ils ont toujours joué leur jeu. Ils ont jamais douté de la première à la dernière minute. Ils n'ont jamais douté. Alors après, il faut pas écouter trop les commentaires. C'est normal, c'est pro-français. Mais là, on a une équipe après, mais qui joue sur des individualités, qui joue sur des exploits. Mbappé, Neymar, mais Neymar il joue que pour lui, c'est pas un collectif, il joue pour lui. Donc malheureusement, et puis il y a ce problème d'entraîneur, ça change trop souvent d'entraîneur pour installer une continuité dans un collectif. C'est pas possible, on peut pas avoir un collectif bien rodé quand on change d'entraîneur tous les ans. C'est impossible. Donc pour moi, ils sont à leur place. Mike, je vous donne la parole, ensuite ça sera à vous Grégory. Vous étiez très énervé, j'ai l'impression. Oui, après je suis un petit peu mitigé par rapport au résultat de Paris parce que c'est vrai qu'ils ont quand même une très belle équipe sur le papier. Après, j'ai des doutes entre la direction, c'est-à-dire les dirigeants, coach, joueurs et dirigeants joueurs. Qu'est-ce que je veux entendre par là? Quand on a un joueur comme Neymar qui est le leader technique de cette équipe-là, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est censé rassurer ses coéquipiers, qui est censé les mettre dans le bon tempo, qui est censé faire les bonnes décisions, et que quand on voit qu'à chaque fois que Neymar revient dans cette équipe de Paris, parce qu'il faut le préciser, Neymar à chaque fois, ça fait depuis 2 saisons maintenant, il loupe énormément de matchs, et cette année en l'occurrence, ils ont gagné 2 matchs importants contre le Barça et le Bayern, et Neymar n'y était pas. On le voit très bien quand cette équipe elle est sans Neymar, elle est moins forte, c'est vrai, mais elle est plus collective. Il y a une notion de vouloir jouer ensemble et de mouiller le maillot. Et dès que Neymar il est là, on a l'impression qu'il joue un petit peu pour sa poire. Il cherche vraiment à briller que pour lui. Et c'est là où je parle d'entraîneurs et je parle de dirigeants. Ils ont un rôle important à jouer par rapport à ça parce qu'une institution comme le PSG ne peut pas laisser des joueurs comme Neymar ou Mbappé être au-dessus de l'institution. Quand on voit Mbappé, par exemple, le cas d'Mbappé, où on lui a proposé un contrat déjà et qu'au jour d'aujourd'hui, il ne décide pas, c'est quelque part, ça révèle un petit peu l'organisation de Paris Saint-Germain. On a des clubs comme le Bayern de Munich où tu as des joueurs, des grands joueurs, on leur propose des contrats, on leur donne 3 jours pour qu'ils signent le contrat, s'ils ne signent pas, peu importe le joueur ne reste pas dans le club. Donc on voit bien qu'il y a un petit souci par rapport à ça. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu mitisé par rapport aux résultats du Paris Saint-Germain. Et puis après, la dernière chose, c'est aussi Mbappé savait très bien qu'il n'était pas en bonne forme pour le match aller. Il a quand même joué ce match-là. Donc peut-être qu'ils auraient pu avoir une meilleure gestion, peut-être le gérer, ne pas le faire du tout jouer pour ce premier match-là, parce que cette douleur au mollet, il l'avait déjà, et ensuite le faire jouer peut-être pour le deuxième match. Donc voilà. Apparemment, c'était Mbappé qui voulait jouer, je le rappelle.
Grégory, c'est à vous. Non, juste ajouter par rapport à Neymar, oui, ça, je pense qu'on est d'accord tous pour dire qu'il est passé complètement à côté de ces deux demi-finales. Après, sur la campagne de Ligue des Champions, je vous trouve quand même un peu dur. Je trouve que cette année, il a apporté sur les autres matchs. Face au Bayern, c'est l'un des meilleurs sur le match aller. Il a marqué 6 buts sur cette campagne de Champions League. Donc oui, effectivement, on attend d'un joueur décisif et qui a coûté ces 220 millions d'euros qui viennent apporter, qui soit décisif sur les deux matchs des demi-finales. Il est passé complètement à côté. Après, moi, je trouve qu'au vu de sa campagne de Ligue des Champions, ça va. Cette année, ça n'a pas été le joueur le moins bon du côté parisien. Après, c'est vrai, Neymar, on relance le débat, on en a parlé dans cette émission. Il a manqué quasiment la moitié des matchs du Paris Saint-Germain depuis qu'il a signé. C'était en 2017 qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. 2017, oui. Et donc oui, on peut discuter effectivement de son vrai impact et de sa vraie utilité au sein du collectif parisien. Après, moi j'ai répondu oui pour le Paris Saint-Germain. Est-il à sa place? Oui. Pour moi, le Paris Saint-Germain est à la place qu'il convient, c'est-à-dire dans les 4-5 meilleures équipes actuellement en Europe. Est-ce que ça veut dire que le Paris Saint-Germain n'a pas le niveau pour aller en finale? Non, moi je me positionnerai pas sur ça parce que, à mon sens, sur les demi-finales, à ce stade de la compétition, eh bien ça se joue à des détails. Qu'est-ce qu'ont été les détails sur les deux demi-finales, notamment le match aller où Paris Saint-Germain fait une excellente première mi-temps et ça se joue à des détails. Navas qui a été énorme depuis le début de la compétition, qui fait une demi-erreur, et le mur qui s'écarte sur le coup franc de Mahrez. D'ailleurs, Mahrez, le petit clin d'œil au petit francilien qui met 3 buts face au Paris Saint-Germain. Donc je pense que ça joue à des détails. C'est vrai que sur le match retour, Paris est passé complètement à côté. Manchester City a fait preuve de calme, a vraiment dominé Paris de la tête et des épaules sur le match retour. Donc oui, Paris est à sa place. Ça ne veut pas dire que dans les saisons prochaines, Paris ne pourra pas aller en finale. En tout cas, sa place aujourd'hui, c'est les 4-5 meilleures équipes européennes. Est-ce que c'était pas trop aussi pour Paris, hein, il y a 8 défaites, hein, on en avait parlé, hein, Grégory, justement, en Ligue 1, 5 défaites au total en Ligue des Champions, c'est peut-être trop pour une équipe qui vise le titre. Je pense que ça joue aussi. Il y a Manchester City d'un côté qui a quasiment assuré le titre en Première Ligue, qui a 13 points d'avance sur Manchester United, qui n'avait pas forcément, on va dire, la Première Ligue en tête, puisque, on va dire, le titre est assuré à 96-97% pour Manchester City en Première Ligue. Et la situation est totalement différente pour Paris, qui a un seul point de retard sur Lille qui est pour le moment leader de Ligue 1 à 3 journées de la fin. Donc je pense que Paris est aussi tourné vers la Ligue 1 et c'est peut-être ce qui a pu on va dire monopoliser certaines forces, certaines aussi pensées peut-être que les Parisiens n'étaient pas totalement engagés et n'aient pas totalement la tête dans ces deux demi-finales. Pierre Chevalier. Ce qu'il faut rappeler là maintenant et constater, c'est que malheureusement sur une saison comme celle-là qui est particulière, mais qui est particulière pour toutes les équipes, que ce soit en Ligue 1 comme en Ligue des Champions, c'est qu'en gros Paris peut tout perdre. Autant on pouvait se plaindre que sur les saisons précédentes, le PSG écrase la concurrence, notamment en Ligue 1, avec le fait d'enterrer le suspense quasiment dès le début de la saison. Mais là, sur une saison où il y a un petit peu plus de résistance en Ligue 1 avec Monaco, avec Lille, évidemment, et avec Lyon, là, avec son élimination en Ligue des Champions, ce fameux point de retard que rappelait Greg sur Lille, grosso modo, le PSG peut quasiment tout perdre cette année et ne rien gagner. Et quelles sont les solutions du coup pour l'avenir du PSG? Jean, est-ce que vous en avez des solutions? Est-ce qu'il faut changer l'entraîneur encore? Est-ce qu'il faut enlever Neymar, Mbappé, les deux? Je sais pas. Quelles sont vos solutions en tant que coach? S'il y avait vraiment une solution miracle, ils sont assez grands, ils l'auraient déjà trouvé depuis longtemps. Donc, mais il est certain que là, je disais un petit peu tout à l'heure, ne serait-ce qu'au niveau entraîneur, si on ne pérennise pas un entraîneur et qu'on n'écoute pas cet entraîneur et qu'on ne laisse pas mettre en place un style de jeu avec des automatismes, parce que c'est avant tout un sport collectif, si on change constamment d'entraîneur, on n'aura jamais une équipe qui jouera de la même manière et qui aura des automatismes. Et ça, pour moi, c'est la base. Après, les joueurs, que ce soit Pierre, Paul, Jacques, c'est un joueur, des bons joueurs. Ils en ont, Paris. Ils ont d'excellents joueurs, même, Paris. Sauf que pour moi, il leur manque le collectif que, par exemple, Manchester hier a eu, quoi. Et eux, il leur a manqué ce collectif-là. Donc, je pense quand même que pour moi, déjà, au niveau de l'entraîneur, si on garde l'entraîneur, si on laisse, parce qu'il y a eu des bons entraîneurs qui sont passés, celui-là, il est pas mal non plus, mais il faut leur laisser le temps de mettre leur empreinte. Regardez les autres grands clubs, l'entraîneur, il fait pas une saison, il s'en va, quoi. Ça existe pas, ça, c'est pas possible. Donc déjà, rien que ça, à mon avis, il ferait déjà un grand pas.
Grégory ? Je suis totalement d'accord avec Jean et le constat est édifiant quand on fait le comparatif avec Manchester City qui est avec Guardiola depuis plusieurs années et Guardiola a eu de nombreux échecs avec Manchester City mais ce n'est pas pour autant qu'ils se sont séparés de Guardiola et on voit aujourd'hui que cette stratégie est payante. C'est vrai que le Paris Saint-Germain, la difficulté ces dernières années c'est sur les entraîneurs. Dès qu'il y avait plusieurs matchs on va dire un peu négatifs, des performances négatives, tout de suite l'entraîneur était remis en question. Ça a été le cas dès le début, dès l'arrivée des Qataris avec notamment Antoine Camboiré qui était leader de Ligue 1 et qui avait été renvoyé, c'était le premier entraîneur à avoir été renvoyé sous l'ère Qatari. Carlo Ancelotti, on connaît son palmarès aussi, dès qu'il y a eu de premiers résultats négatifs, il a tout de suite été mis sur la sellette et d'ailleurs ça lui avait pas plu, il avait filé à la première occasion au Real Madrid. Je pense qu'effectivement, il faut qu'il solidifie, qu'il justifie la position de l'entraîneur. Pochettino est arrivé à la mi-saison, Pochettino doit encore rester sur le banc du Paris Saint-Germain, il faut construire avec Pochettino, il n'a pas eu forcément le temps de développer toutes ses idées de jeu. Alors oui, là, on peut peut-être juger son immobilisme tactique sur les 2 matchs face à Manchester City, mais il est arrivé il n'y a pas longtemps, il faut lui laisser le temps et lui donner les moyens aussi de réussir, peut-être avec ce mercato, il va demander des renforts à sa vision, voilà, pour renforcer l'effectif. Et au bout d'un moment, il faut se poser aussi les bonnes questions. Est-ce que c'est vraiment les entraîneurs qui sont les responsables des mauvais résultats des Parisiens? Le Paris Saint-Germain s'est séparé à la mi-saison d'un Thomas Tuchel qui est en train de briller du côté de Chelsea et qui va peut-être, à l'heure où je vous parle, puisqu'on enregistre l'émission le jour où il y a cette demi-finale retour entre Chelsea et le Real Madrid, mais qui va peut-être se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Donc est-ce que c'est vraiment les entraîneurs le problème? Est-ce que c'est pas plutôt les dirigeants qui sont derrière? Moi, je pose la question. Pierre Chevalier, je vous donnerai la parole ensuite, Mike. C'est l'esprit général qui change. Quand on compare Manchester City et le PSG, il y avait un des mots assez juste, je trouve, dans l'édito de l'équipe aujourd'hui, qui disait que les joueurs du PSG, on en a suffisamment parlé, avec leur individualisme, pas l'individualité, mais l'individualisme, sont le jeu. Ce sont eux le jeu, le jeu et l'esprit. Alors que si on regarde un petit peu du côté de Manchester City, c'est Guardiola qui est l'esprit du jeu et qui est le garant justement de ce système de jeu qu'il a pu mettre en place. Il a eu les moyens, à la différence des autres entraîneurs. C'est pas une question d'argent, c'est une question de temps. C'est-à-dire que là, dans le temps, Guardiola a eu à la fois le temps de se mettre en place, plus les moyens de constituer son équipe. Mais il a constitué vraiment un noyau et une équipe autour de son système de jeu. Le PSG, pour l'instant, hésite beaucoup trop depuis de trop nombreuses saisons à faire valser les entraîneurs et à ne pas trouver encore l'âme de cette équipe, malgré les nombreuses individualités qui la composent. Mike, vous vouliez réagir? Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a pu être dit. Simplement pour rajouter un petit peu sur ce que tout le monde a pu dire. Il est fondamental de laisser le temps au coach de pouvoir instaurer son jeu. Et puis après, il y a aussi les joueurs avec leur ego. C'est à eux aussi d'accepter ce projet-là et de entre guillemets, de faire des concessions dans leur jeu pour le bénéfice de l'équipe. Et moi, je trouve que le Paris Saint-Germain, c'est pas exactement ce qu'ils sont en train de faire. Et on l'a bien vu à travers les 2 matchs récents. Et donc voilà, c'est peut-être aussi les dirigeants. Les dirigeants, ils ont une soif de gagner, donc ils ont énormément d'argent, c'est vrai. Et je trouve qu'ils prennent trop de décisions rapidement. Ils ont peut-être besoin de se poser, de laisser le temps au temps et de laisser cette équipe agrandir, de faire des petits réajustements au fil du temps. Mais voilà, de la patience et que tout le monde puisse vraiment se mettre dans ce projet collectif. Très rapidement, Grégory. Très rapidement, oui. Il y a peut-être aussi une forme d'impatience parce que l'objectif du Paris Saint-Germain, c'était de gagner cette Ligue des Champions. Pour faire une bonne publicité à cette Coupe du Monde au Qatar qui arrive en 2022, il ne reste plus qu'une édition pour remporter cette Ligue des Champions avant cette Coupe du Monde au Qatar. Bon, on leur souhaite en tout cas de remporter la Ligue des Champions le plus rapidement possible. Ils vont quand même gagner 110 millions d'euros avec le parcours en Ligue des Champions, donc ils pourront peut-être acheter de nouveaux joueurs et étoffer peut-être un petit peu plus le banc. Voilà. Alors on continuera évidemment à suivre l'actualité du PSG sur TV78.
Et on verra s'ils sont champions de France peut-être à la fin de la saison. Alors on va maintenant passer à notre deuxième thématique. Victor Wembanyama n'en finit plus de surprendre. À 17 ans seulement, l'Yvelinois passé par le Chénet Versailles a réussi une grande performance face à Gravelines Dunkerque pour sa première titularisation en première division dans le 5 de Nanterre. Celui que l'on surnomme le mutant a contribué à la belle victoire des joueurs des Hauts-de-Seine 102 à 81. Le tout avec une bien jolie ligne statistique, 9 points, 10 rebonds et 3 contre en 15 minutes de jeu seulement. Le sportif de 2,19 m va une nouvelle fois attirer les regards des recruteurs de la NBA. La question, Victor Wembanyama est-il déjà une star? Oui ou non? Vous votez. Non pour vous, vous êtes partagé et non. On va faire un petit... pourquoi vous êtes partagé, Pierre, déjà? Partagé parce qu'il est beaucoup trop tôt pour le dire. C'est-à-dire que d'un côté, il a un gabarit hors norme, il est repéré, il a des stats qui commencent à s'affoler un petit peu, mais d'un autre côté, il a 17 ans. Donc on en parle très très souvent sur le côté éclosion de talent. En France, on a la chance d'en avoir quelques-uns, peut-être un par décennie selon les sports, dans les sports collectifs, dans les sports individuels. Mais n'allons pas trop vite en besogne. Là, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Si il s'agit de dire que c'est une star parce qu'on en parle sur le plateau de Si on parlait sport, TV78, oui, dans ces cas-là, c'est une énorme star. Mais au niveau national, européen ou international, il a bien le temps de le devenir. C'est pas pour autant qu'il ne le deviendra pas, bien au contraire, mais pas encore. Alors Pierre, ESPN s'est intéressé à lui, ils ont fait notamment un reportage sur lui. Ils parlent de lui sur une draft 2023, peut-être 2022, on ne sait pas, mais ça serait sûrement 2023. Donc les États-Unis s'intéressent à lui, déjà. Ah oui, et puis il y a même, il faut voir sur, alors c'est sur Twitter, les différentes actions, les différentes threads et les tweets que balancent les scouts, les recruteurs américains. Et là, pour le coup, il est vraiment dans les radars parce que, encore une fois, son gabarit attire la lumière. Il commence à avoir des stats assez intéressantes pour son âge. Et oui, il est de plus en plus repéré. Et là, récemment, sur le match dont vous avez parlé, il y a déjà un certain nombre de recruteurs, et notamment des recruteurs vedettes de la NBA, qui ont fait quelques tweets et quelques threads sur sa performance. Parce que ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'il est désormais dans le 5 majeur, de plus en plus souvent, de Nanterre, et en gros, c'est un tremplin. Alors, c'est très très bien pour le championnat de Pro A, parce que c'est vraiment une mise en avant du basket français, et ça annonce de très belles choses pour ce petit garçon. En tout cas, il est très observé, Jean. Oui, mais voilà, mais d'accord. Alors, il est observé, il a 17 ans. Il commence à avoir de belles performances, il commence à avoir de plus en plus de temps de jeu dans une belle équipe qui est Nanterre en Pro A. Donc c'est très bien. Mais moi, il a joué 31 minutes hier lors de son match. 31 minutes pour 7 points hier, 7 points, 9 rebonds et 4 passes. 7 points, 9 rebonds. Voilà. Justement, voilà. Donc laissons-lui le temps de devenir éventuellement une star. Mais ça, c'est le mal français. Voilà, on a un jeune là qui a des bonnes statistiques et de suite, c'est déjà une star. Non, pour l'instant, il n'a rien prouvé. Pour l'instant, c'est un espoir pour moi. C'est un bel espoir. Vous savez que ça va très vite, Jean, dans ce milieu-là. Oh, mais ça va très vite, il a 17 ans. Mbappé, à 20 ans, avait déjà gagné la Coupe du Monde. Je suis d'accord, il a 17 ans. Donc 17-20, ça fait 3 ans. Effectivement, ça va très vite. Il est déjà repéré. Mais pour l'instant, on ne peut pas parler de lui comme une star. Pour l'instant, il n'a pas fait quelque chose sportivement pour dire c'est une star. Pour moi, il est bien parti. C'est un garçon qui a les qualités physiques et techniques pour devenir certainement un grand joueur, mais ne mettant pas la charrue avant les bœufs. C'est ça que je veux dire. C'est que laissons-le lui prendre ses marques et grandir tout seul. Quand je dis grandir, c'est dans tous les sens du terme, dans sa tête, comme techniquement, comme physiquement. Oui, il n'a pas encore fini de grandir, je le précise. Il fait 2,19 m, mais il n'a pas fini de grandir. Voilà, c'est ce que j'allais dire, mais il n'a pas fait, même physiquement, il est encore en pleine progression. Donc moi j'aurais tendance à dire, laissons-lui quand même le temps de devenir une véritable star. Mike, je vous donne la parole.
D'abord Grégory. Laissons les jeunes travailler tranquilles, c'était l'un des sujets de mes envolées, l'un des sujets de l'une de mes envolées cette saison. Moi, je pense qu'il faut laisser les jeunes travailler tranquilles. Effectivement, c'est un joueur qui n'est pas indifférent de par son physique. Il suscite l'intérêt outre-Atlantique. Vous en avez parlé avec ce reportage ESPN. Il sera probablement à la draft 2023, peut-être avant. Donc oui, il ne laisse pas indifférent, mais laissons-le travailler tranquille. Et à ce sens, je trouve que Pascal Donadieu, le coach de Nanterre, a été plutôt intelligent cette année en l'intégrant progressivement dans l'équipe, l'effectif professionnel de Nanterre. Là, il y a eu ces 2 titularisations en 2 matchs pour lui. Il a aussi joué des matchs régulièrement avec l'équipe réserve en National 1. Donc je trouve que l'intégration est plutôt intéressante. Et il a eu une fracture de fatigue qu'il a éloigné des terrains. Cette saison. C'est ça, qu'il a éloigné des terrains 2 mois. Et là, on voit qu'il revient bien. Donc il est toujours dans sa progression. Il aligne et il enchaîne les très bonnes prestations, mais il faut le laisser travailler tranquille. C'est pour ça que je dis c'est pas une star encore, parce que j'irais même à l'encontre de ma propre envolée que j'ai faite cette saison sur TV78. Mike, qu'est-ce que vous en pensez? Alors vous le suivez, vous le connaissez bien, ce Victor Wembanyama? Oui, bien sûr. En étant basketteur aussi, bien sûr, on suit ses performances. Après, pour moi, la définition d'une star, c'est un joueur qui est établi, c'est un joueur qui est confirmé et reconnu par ses pairs et les entraîneurs aussi mondialement parlant, et qui a aussi un impact dans son sport mondial. Maintenant, c'est vrai que c'est un garçon qui a une perspective d'avenir incroyable, de par son profil, de par sa mobilité, de par sa taille, et toutes ces choses que les scouts NBA recherchent. Donc, c'est vrai qu'il a un bel avenir. Maintenant, c'est un joueur qui a commencé que cette année en Pro A, a commencé à faire des apparitions, à faire quelques bons matchs. Voilà, il faut lui laisser le temps de travailler, de continuer à mûrir, à grandir physiquement, musculairement et aussi mentalement. Donc voilà, il faut, comme il a dit tout à l'heure, Jean, je pense qu'en France, on a toujours cette habitude-là de toujours avancer la charrue avant les bœufs. Donc les gamins, il faut les laisser tranquilles et il faut qu'ils aillent étape par étape. Mais comment il peut rester tranquille en sachant qu'il a quasiment sa place assurée en NBA en 2023? Alors, comme je le dis toujours pour un sportif, surtout comme Victor, qui a une perspective d'avenir qui est incroyable, c'est vrai que c'est un objectif pour lui dans la NBA. Maintenant, il n'est pas juste question d'aller à la NBA pour aller à la NBA. Il est question d'aller à la NBA pour être un joueur dominant. Et de par là, il faut déjà qu'il puisse dominer sur le championnat français. Après, il y a le cocon familial dont on en parle toujours, qui est important. Les parents qui doivent veiller sur la bonne construction de leur enfant. Et puis voilà, et puis de laisser le temps d'être prêt pour pouvoir arriver en NBA et puis continuer à progresser. Parce que moi, je préfère des trajectoires de joueurs comme Tony Parker qui arrive en NBA, en n'étant pas du tout une star et qui a construit sa carrière au fur et à mesure et qui est devenu une grande star. Et là, tout de suite, ce gamin-là, on dit que c'est une star. Peut-être ça peut lui mettre la pression aussi. Est-ce qu'il est capable d'assumer cette pression-là? Donc c'est toutes ces choses-là qu'il faut voir. C'est là où je dis les médias doivent laisser ces enfants tranquilles et aussi aux parents de faire leur travail, de pouvoir les orienter, de pouvoir les conseiller, de pouvoir les amener vers les bonnes personnes pour qu'ils puissent être bien dans leur tête et qu'ils puissent bien grandir dans leur basket pour pouvoir réussir leur avenir de sportif. Pierre Chevalier, est-ce que vous pensez qu'il doit encore travailler, notamment physiquement? Parce qu'on voit quand même qu'il est assez fin, il est très grand, mais assez fin. C'est ce que j'allais dire, c'est peut-être sur ses physiques un petit peu hors normes. Vous disiez en plus qu'il n'avait pas fini de grandir. Il faut consolider. Je ne sais pas quel est l'état de son ossature et de sa musculature, mais là effectivement sur ces photos-là, on voit qu'il a évidemment, contrairement à moi, il a beaucoup plus pris en hauteur qu'en largeur. Ça c'est le problème. C'est assez injuste. Ne soyez pas dur avec vous-même, Pierre. Mais voilà, mais effectivement, il va falloir qu'il soit entouré, le petit bonhomme, parce que voilà, quand on voit on dirait même des ailes et peut-être même d'une fragilité assez remarquable. Et donc, il va falloir qu'il se renforce, sans pour autant verser dans le bodybuilding, mais qu'il puisse en gros faire face à un jeu qui va se muscler, notamment s'il va en NBA, ça va se muscler sérieusement, et il sera visé même d'ailleurs, parce qu'en plus, en tant qu'intérieur, il va aller se frotter dans la raquette, donc il va falloir qu'il s'impose, en plus de sa taille. Donc oui, il va falloir qu'il soit accompagné et qu'il prenne un petit peu plus en masse, tout en suivant une croissance qui semble assez hors norme.
Oui, pour l'instant, il fait 2,19 m, on l'a rappelé, 99 kilos. Voilà, pour l'instant, en tout cas. Comme moi, sauf que c'est x2. Pour comparer, Zion Williamson, c'est 120 kilos pour 1m98. C'est la nouvelle star un petit peu de la NBA. Vous confirmez, Mike? Oui, tout à fait, un gros bébé là. Un bon joueur. Dernière question sur Victor Wembanyama. Est-ce qu'il est complet? Parce qu'on le voit, il peut tirer à 3 points aussi, Mike. Oui, c'est un joueur qui est assez complet. Il correspond fondamentalement au jeu assez moderne de la NBA, qui est basé sur la ligne des 3 points et sur l'attaque, parce qu'il faut le dire, la NBA, ils ont changé énormément leurs règles défensives. Donc maintenant, c'est un jeu qui est plutôt attiré vers l'attaque. Et c'est pour un joueur qui fait 2,19 m, qui est capable de shooter à 3 points, c'est un avantage pour lui. Après, il peut aussi poster, il peut aussi partir en dribble, il a une bonne dextérité. Maintenant, tout ça, c'est des choses à travailler encore, comme l'a dit tout à l'heure Pierre, à se renforcer physiquement, parce que la NBA, c'est une autre ligue. C'est vraiment des athlètes avant d'être des basketteurs. Donc, je pense qu'il a un ensemble de son jeu à travailler pour pouvoir être un joueur dominant et performant aux États-Unis. On va lui laisser le temps, en tout cas, ce Victor Wembanyama. On passe maintenant à notre page débat. Alors dans cette page débat, je vais tout d'abord passer la parole à Grégory Canalé pour son envolée, le moment que tout le monde attend à chaque émission. Ne zappez surtout pas, vous remettrez votre série Netflix à plus tard. L'envolée de Grégory est plus intéressante que la saison 3 de Casa de Papel, je vous l'assure. C'est à vous, Grégory. J'ai l'impression. Bon, je vais vous parler aujourd'hui d'une bonne nouvelle, en tout cas quelque chose qui nous remet du baume au cœur. Le déconfinement est enclenché en France depuis le 3 mai. Étape par étape, nous allons pouvoir retrouver un semblant de vie normale, et cette levée progressive des restrictions concerne aussi le sujet qui nous passionne, nous anime dans cette émission, le sport, bien sûr. La première phase a démarré le 3 mai, reprise des cours d'EPS pour les jeunes en intérieur, levée de la restriction des 10 km et fin de l'attestation de déplacement. Pas de grande révolution, vous me direz, puisque le couvre-feu reste lui effectif à 19h, mais tout de même, on peut choisir où faire son sport et varier les plaisirs. Pousser à vélo jusqu'à la vallée de Chevreuse, terrain propice pour les cyclistes, aller faire son jogging dans le cadre agréable du parc du château de Versailles ou le long de la Bièvre. Le choix est plus étoffé. Le 19 mai, c'est là que les choses vont commencer à devenir intéressantes, avec un couvre-feu qui est décalé à 21h, 2 petites heures de plus. C'est un petit pas pour certains, mais un bond de géant pour les clubs locaux yvelinois qui vont avoir plus de marge pour organiser leur programme d'entraînement en fin de journée. Et surtout, la réouverture des enceintes sportives au public. 800 personnes dans les salles, 1000 dans les stades. Les travées vont retrouver peu à peu de leur vie, leurs supporters qui les animent. Sans eux, le sport, à mon sens, n'a pas la même saveur. La jauge n'est certes pas très élevée dans un premier temps, mais qu'importe, fini l'ambiance morose de ces derniers mois, fini peut-être aussi les bandes-sons des diffuseurs qui simulaient un semblant d'ambiance dans les stades, et d'autant que l'affluence n'ira qu'en augmentant. Ça passera 5000 spectateurs dès la troisième étape, c'est-à-dire le 9 juin, avec un couvre-feu qui passe à 23h. On retrouvera donc des créneaux d'entraînement à 20h. Après le travail, ça aide à se vider l'esprit, ça aide à se dépenser, à penser aussi à autre chose, de pouvoir reprendre aussi le sport après le travail en fin de journée, et le sport donc pourra reprendre en intérieur aussi pour les adultes, sans contact dans un premier temps. Mais les contacts seront de nouveau autorisés en extérieur. Fini donc la pratique adaptée, sans opposition. Les entraînements ne se limiteront pas au simple exercice physique et au pass. Je parle en présence de deux rugbymen, un basketteur et moi-même footeux. On a quand même hâte de pouvoir repratiquer notre sport de manière normale. Alors toutes ces restrictions seront levées progressivement et jusqu'à la date du 30 juin. Tout cela si, bien sûr, la situation sanitaire va dans le bon sens. Vous me direz peut-être que je suis trop optimiste, que cette crise sanitaire et de la manière dont elle va évoluer sont trop incertaines pour se réjouir d'un calendrier qui n'en est qu'à sa première étape. Les variants brésiliens et indiens pourraient de nouveau rebattre les cartes et reconfiner le sport, comme nous l'avions déjà vécu en octobre. Mais regoûter à cette vie d'avant, repratiquer le sport à nouveau dans des conditions qui se rapprochent de la normale, même si c'est momentané, je signe tout de suite. Votre avis, tout simplement, sur cette magnifique envolée de Grégory, je vous l'avais dit, c'est mieux que la Casa de Papel. Jean, qu'est-ce que vous en pensez ? Magnifique, Greg, magnifique envolée. Et puis pour la reprise du sport, bien sûr qu'on ne peut que se réjouir, que ça redevienne à la normale, mais attention, avec un petit bémol quand même. Ça, c'est un calendrier prévisionnel. Oui. Voilà. Ne nous emballons pas trop quand même. C'est un cap, en tout cas. Voilà. Mais
Bon, si ça se déroule comme ça, ce sera très 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 bien. Bon, déjà là, depuis lundi, on bouge déjà un petit peu plus, c'est déjà bien. Maintenant, c'est pas nous qui maîtrisons ça. Il ne faut pas oublier un seul instant qu'il y a quand même cette progression du virus qui nous traîne et qui reste encore au-dessus de nos têtes. Et malheureusement, nous sommes tous dépendants de ça. Donc là, ce sont des prévisions. Tant mieux, vive le sport, que le sport reprenne, qu'on essaie de faire revivre le sport dans toutes les disciplines qui nous animent, tous autour de la table. Mais malheureusement, avec un petit bémol, quoi. Il faut d'un côté être content, être heureux, être satisfait, et de l'autre côté, être prévoyant. Voilà. Pierre Chevalier. Moi, je note une très bonne nouvelle parce que tout le monde sait ici que Grégory est un prévisionniste hors pair. Et quand il dit par exemple que ça peut être momentané, bah, j'y crois. En gros, ça va durer. Ça veut dire que ça va durer et qu'on va pouvoir reprendre le sport vraiment à fond la caisse. Ceci dit, plaisanterie mise à part, petite pique mise à part, évidemment, il y a cette impatience qui nous guette. Ça fait quand même maintenant plus d'un an presque, et puis plus d'un an qu'on est tous un petit peu confinés, qu'on est frustrés de ne pas pouvoir pratiquer normalement nos sports. Je parle même pas des sports d'intérieur, des sports indoor, comme ceux qui n'ont pas la chance, comme les sports en extérieur, de pouvoir faire des entraînements, fonctionner même partiellement, et donc de pouvoir avoir cette perspective de reprise. Pour les rugbyman que nous sommes avec Jean, évidemment, on attend plutôt le 9 juin que le 19 mai parce que c'est la reprise des contacts. Il faudra le faire pas à pas, c'est-à-dire réathlétiser, pouvoir se repréparer pour pouvoir encaisser un petit peu les contacts. Et puis bien évidemment en espérant que cela dure, parce que comme Jean, j'ai juste un petit bémol en disant que pour l'instant les chiffres baissent doucement, et il faudrait pas qu'en gros la libération collective des uns et des autres sur le sport et sur la vie quotidienne nous ramène justement à des restrictions plus importantes. Mais en tout cas, évidemment, comme tout le monde, je vois d'un œil très impatient et très positif ce retour du sport amateur et ce retour du public dans les stades, même si dans le sport amateur, une jauge de 1000, c'est un petit peu surévalué, mais peu importe, ça nous redonne le goût de la vie d'avant. Vous vous trompez, hein, Pierre. Hein. Jean attend plutôt le 19 mai, mais pour la réouverture d'autres choses, hein, notamment des terrasses. Hein, je tiens à le préciser. Hein. Mais le 9 juin, ça l'intéresse aussi. Hein. Je partage aussi. Mike, qu'est-ce que vous en pensez ? Non, on peut que se réjouir de cette bonne nouvelle apportée par Greg. Après, attention, entre les variants indiens, les variants anglais, bientôt le variant africain. Faut faire attention, ça peut peut-être nous amener très loin tout ça. Mais ouais, sinon, blague à part, tout le monde a envie de retrouver cette vie en communauté, ce partage, cette interaction avec tout le monde. Et puis, on sait combien le sport il est important pour le moral, pour la santé. Et donc voilà, on a tous hâte et espérant que on soit pas trop conditionné par cette situation, qu'elle puisse aller dans le sens positif des choses, parce que ça fait maintenant déjà plus d'un an que ça perdure. Donc voilà. Mais est-ce que vous y croyez ? Le 30 juin, tout sera bon ? Ça sera OK ? On pourra reprendre normalement, sans souci. Vous y croyez ? Moi, je dirais. Mike. Grégory ne se prononce pas, apparemment. J'ai du mal à croire. J'ai vraiment du mal à croire. Après, voilà, on est tous optimistes parce qu'on a envie de voir cette histoire-là se terminer avec les vaccins qui se propagent maintenant, et espérant que tout le monde va pouvoir se vacciner. Mais honnêtement, j'y crois pas trop que le 30 juin, on sera déjà prêt à sortir et à tout faire ce qu'on a envie de faire. J'y crois pas. Pierre, vous non plus ? Après, oui. Après, il y a je pense, les adaptations et le long terme sur lequel on va devoir tous se positionner. Je pense par exemple que le port du masque va durer un petit peu, et si c'est le prix à payer entre guillemets pour pouvoir avoir une vie quasiment normale, et puis par exemple ne pas le porter en plein air, mais lorsque les lieux sont un petit peu plus confinés, comme les commerces ou même les salles de concert. Comment ça se fait que on nous dit que si on fait les vaccins nous protègent, mais finalement les vaccins ne nous protègent pas parce qu'il faut continuer quand même à mettre le masque.
Il y a Parce quand que même, je pense que tu peux pas tout lâcher en même temps. C'est-à-dire et c'est le problème, c'est que justement quand on va réouvrir les portes, il va y avoir cette envie de rattraper le temps perdu et que je pense qu'il faut laisser quand même un certain nombre de garde-fous. Et encore une fois, si le port du masque par exemple est là, et ce qui peut nous permettre de garder une vie presque normale jusqu'à temps qu'on ait trouvé la solution contre tous les variants possibles et imaginables ou un nouveau virus, je pense que c'est un prix raisonnable à payer. Alors, si on parlait sport, pas si on parlait santé, hein, mais on essaye d'apporter quand même notre analyse à notre niveau. C'est lié. Et quand Grégory. on est complet, c'est comme ça. Hein. Non, dire que moi je vais pas me prononcer parce que voilà, je porte la guine visiblement dans les annonces et dans les pronostics. Non, juste dire que Ne dites pas ça, Grégory. la date du 30 juin, je peux y croire parce que il y a l'été et forcément il n'y a pas de match, les saisons sportives sont arrêtées l'été, donc ça donne peut-être un sursis de 2 mois supplémentaires. Donc la date du 30 juin, de dire qu'on pourra reprendre la pratique tout à fait normalement, moi j'y crois, je pense que c'est possible en tout cas. Mais vous y croyez moins peut-être pour l'automne. Voilà, ça reste à voir l'évolution, mais qui est incertaine. Je peux pas me changer en devin. L'évolution est trop incertaine. On a réussi à avoir le pronostic de Grégory sur cette question en tout cas. Alors si le sport se déconfine, le retour à la normale n'est pas vraiment pour tout de suite. On l'a compris, la course à pied Paris-Versailles vient d'être annulée pour la 2e année consécutive à cause de la crise sanitaire. Les organisateurs ne veulent pas prendre de risques en vue du contexte et du flou autour de l'évolution de l'épidémie. On écoute justement l'un des organisateurs. Il était l'invité du 7-8 Sport ce lundi 3 mai. On a travaillé à une compression au maximum du planning d'organisation sur 4-5 mois, sachant que la période estivale n'est pas toujours aidante pour contacter l'ensemble de nos prestataires et avancer sur l'organisation. Et on s'était fixé donc la période de fin avril pour décider de lancer ou pas l'organisation. Donc ça, c'était le timing. En ce moment, et comme vous le savez, les incertitudes sur les contraintes sanitaires pour les prochains mois sont très très fortes, et ce malgré la vaccination qui a été lancée depuis le début de l'année par la France. Donc voilà la situation, et le point le plus important est le point financier qui, en faisant, pour être totalement transparent, beaucoup de plans, de scénarios financiers, nous engendrer un déficit financier très important qui allait forcément obérer l'association et la pérennité de Paris-Versailles. Alors on va récapituler. Chaque année, près de 25 000 participants venus de plusieurs pays et 2500 bénévoles sont mobilisés sur l'événement. Les organisateurs donnent déjà rendez-vous aux participants pour le 25 septembre 2022. La question sur cette thématique, l'événement se remettra-t-il de cette annulation ? Oui ou non ? Cette double annulation, il y a eu l'année dernière aussi. Oui pour tout le monde. Grégory ? Bon, j'ai l'impression. Dire ça. Alors, juste un petit bémol, un petit aparté. J'ai l'impression que l'émission, c'est plus si on parlait sport, mais plutôt si on parlait annulation, parce qu'à chaque fois on parle d'annulation ou report. Non, mais c'est vrai. La dernière fois, on a parlé de l'Open de France de golf. On a parlé également. Il n'a toujours pas de date, d'ailleurs. Je le précise. Pour l'instant, l'Open de France n'a pas de date. Je pense que le Paris-Versailles s'en remettra parce que c'est une institution dans les compétitions et dans ces événements qui font un peu la rentrée en Île-de-France et en France, et j'ai envie de vous dire aussi dans les Yvelines bien sûr. C'était très difficile de maintenir le Paris-Versailles. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Est-ce qu'il fallait maintenir le Paris-Versailles mais peut-être avoir un Paris-Versailles au rabais où on parle énormément de passe sanitaire mais on ne sait pas encore vraiment comment ça va être déployé. On sait que le Paris-Versailles, il y a 25 000 participants, vous l'avez dit, ça amène énormément aussi de participants étrangers. Est-ce que c'était faisable cette année d'envisager un Paris-Versailles dans des conditions normales ? Est-ce qu'il fallait faire un Paris-Versailles au rabais ? Je ne crois pas, mais je pense que ça reste une institution et que les participants reviendront et il y aura de nouveau de l'affluence dès l'année prochaine avec, je l'espère, on pourra se rapprocher d'une édition normale. J'espère que dans un an, on sera sorti ou en tout cas, on aura la crise sanitaire derrière nous. Alors bien sûr, les organisateurs ont dit 25 septembre 2022, mais il peut y avoir un nouveau report. Oui, pour l'instant. En tout cas, c'est une date qui a été fixée. Pierre Chevalier, 42 éditions pour Paris-Versailles. C'est un monument, on peut le dire, de Yvelinois. C'est un monument yvelinois et de la course à pied.
pour vous surprendre, je l'ai couru 2 fois cette course, qui a sa particularité parce que quel était votre temps du coup pour les 16 km? Pluvieux, tape bois. Voilà, le temps était mitigé. Voilà, était mitigé. C'est 16 km de jolies balades, comme on en fait beaucoup dans les Yvelines. Bon, là, à pied, avec un dénivelé positif qui est assez important pour une course à pied. Mais pour récapituler, voilà, départ de Paris au pied de la Tour Eiffel. Il passe par Issy-les-Moulineaux, Meudon, avec la célèbre Côte des Gardes, Chaville, Vélizy, Viroflay. Ensuite, c'est l'arrivée à Versailles, devant le château de Versailles. Et dans les images que l'on montre là, je pense que c'est la garantie principale de cette course, et que malgré deux reports ou 2 annulations successives, ne parlons pas de malheur, peut-être une 3e potentielle, ce qui garantit l'histoire et le fait qu'elle se court en 2022, en 2023 et qu'elle continue à se courir, c'est justement le départ au pied de la Tour Eiffel, l'arrivée avenue de Paris à Versailles devant le château, qui sont des monuments au propre et au figuré de notre patrimoine français au niveau mondial, et comme c'est une course qui est assez ramassée sur 16 km, mais qui jouit d'une grande renommée partout dans le monde, elle doit pouvoir se relever de 2 annulations successives. D'ailleurs, après, l'annonce de ce report de 2021 passe presque sans heurts, c'est-à-dire que tout le monde comprend qu'il y a un certain nombre de choses à Il y a eu quand même beaucoup, apparemment, sur les réseaux sociaux, les organisateurs me l'ont dit, il y a eu beaucoup de gens qui ne comprenaient pas. Est-ce que vous comprenez justement ces personnes-là? Oui, je comprends pas ceux qui ne comprennent pas. Il y a quand même un cahier des charges à respecter. C'est un grand événement. Il y a pas forcément de télé et autres pour pouvoir hormis local, pour pouvoir le diffuser. Mais on sait tous qu'on est dans une position très particulière, et c'est pour reprendre le sujet qu'on évoquait juste avant, c'est que finalement la vie d'avant et la vie normale va mettre un peu de temps selon les événements et selon les faits à reprendre son cours. Mike, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Non, je pense que Pierre il a bien résumé la situation. Après, ce qui est sûr, c'est, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, c'est l'adaptabilité par rapport à tout ce contexte, cette conjoncture sanitaire qui conditionne toute chose. Donc après, voilà, il faut avoir de la tolérance. On sait que les instances, ils essaient de faire le maximum. Maintenant, voilà, c'est un problème sanitaire. Donc voilà, il faut de la patience. Et puis, ceux qui aiment du sport, forcément, ils reviendront pour ce genre d'événement-là. Donc, je pense pas du tout que ça va y jouer. Et je crois même que, d'après ce que j'ai regardé, les frais qui ont été engagés seront remboursés aussi. Oui, tous les frais sont remboursés à 100%. Tous les dossards sont remboursés à 100%. Voilà, donc ça, c'est déjà une très très bonne chose. Donc voilà, maintenant, il faut patienter et puis voir ce qui va se passer. Ça mettait en danger, Pierre Chevalier. C'est un petit clin d'œil aussi, pardon, Mickaël. C'est un petit ou un gros clin d'œil à Jean-Marc Fresnel, donc l'adjoint des sports au sport de la ville de Versailles, qui nous a quitté cette année. Sa famille a pris le flambeau, et notamment son fils. Et à cause du Covid-19 aussi, il faut le préciser. Pour qu'elle perdure à travers tous les épisodes possibles et imaginables, et même après la disparition regrettée de Jean-Marc Fresnel. Jean, c'est une course grand public également, donc forcément le grand public reviendra, c'est pas forcément pour les spécialistes. Oui, bien sûr, tout à fait. C'est une institution dans le monde de l'athlétisme, c'est populaire, vous l'avez dit, c'est non seulement technique, mais c'est populaire. Il y en a beaucoup toute l'année qui se préparent pour faire le Paris-Versailles, parce que c'est un objectif, on se dit, allez, on se fait un défi. C'était un défi de se faire le Paris-Versailles. Donc, c'est une course qui va perdurer et qui attirera toujours autant de monde. Puisque de toute façon, tous les ans, ils refusent des inscriptions. Donc, pour moi... Oui, quoi qu'il arrive, il y a 25 000 personnes tous les ans. Voilà, tout à fait. Mais pour moi, il n'y a aucun souci, il se tiendra toujours. Il est toujours autant populaire, avec toujours autant de participants. Mais c'est quand même là, moi, je voudrais juste rajouter, c'est quand même là qu'on voit quand même... Sur l'optimisme qu'on avait tout à l'heure sur la reprise normale des activités sportives, là on commence à toucher du doigt le bémol et la sécurité, le fait de dire on s'enflamme pas trop, on est conscient que peut-être à la preuve, on annule le Paris-Versailles parce que
Là, c'est peut-être un petit peu trop. Donc, c'est pour ça que la reprise normale des activités sportives, je crois que c'est pas pour tout de suite. Et là, c'était pour moi une sage décision que de malheureusement annuler cette belle compétition. Et ce pass sanitaire, est-ce que vous pensez qu'on aurait pu, très rapidement, il nous reste 2 minutes d'émission, est-ce que vous pensez qu'on aurait pu le mettre en place? Les organisateurs disaient qu'ils vérifiaient 25 000 certificats pour l'événement. Finalement, un pass sanitaire, c'était pas forcément plus qu'un certificat. Grégory, est-ce que vous pensez qu'ils auraient pu tenter le coup quand même? Ils auraient pu tenter le coup, oui, certes, mais je pense qu'il y avait effectivement trop d'incertitudes pour aller de l'avant et pour maintenir cette organisation. Retrouvons le Paris-Versailles quand il y aura de meilleures conditions. Retrouvons-le. C'est une course qui reviendra, et ça a été dit, les 25 000 participants, ils y seront dans les prochaines éditions. Je pense qu'il y a trop d'incertitudes pour pouvoir maintenir cette organisation, et vaut mieux l'annuler maintenant que l'annuler quelques jours avant. Oui, ça apaise peut-être les tensions, hein, Pierre Chevalier. Oui, c'est ça. Et c'est de toute façon, c'est pour pouvoir justement essayer de prévoir l'avenir et que les coureurs s'organisent. La particularité de Paris-Versailles, c'est que pour une course à pied, c'est une course qui est abordable. Et comme disait Jean, on refuse du monde tout le temps parce que c'est un défi, mais c'est un défi qui est atteignable. La preuve, je l'ai fait. Donc c'est là aussi une garantie que 16 km, je rappelle, au niveau de la distance. Sur cette distance-là de 16 km, c'est abordable pour tout le monde. Il y aura toujours des gens pour se mesurer à ce défi important mais abordable. C'est déjà la fin de cette émission. On va terminer comme d'habitude par une citation. Aujourd'hui, je vous propose une citation du joueur de tennis Borg. Si vous avez peur de perdre, alors vous n'oserez jamais gagner. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV78.